que le rôle de la société civile est très, très important, il est même primordial. Mais sachant que cette mission de construire un nouveau ordre mondial est quasiment impossible, et constatant l'usure des mécanismes actuels de la démocratie, même dans les pays développés, poussant les citoyens à expérimenter d'autres voies pour porter leur voix, et devant l'insistance de beaucoup d'intellectuels sur l'urgence d'agir avant que les peuples ne se révoltent, et partant des idées que vous avez développées dans votre livre sur l'éducation, M. Aourid, ne pensez-vous pas qu'au lieu de subir d'éventuelles révolutions, les États doivent programmer leur propre révolution en bâtissant une école révolutionnaire portant les gènes d'une vraie révolution culturelle? Vous savez, ce qui est valable pour les États est valable pour les individus. On ne change pas parce qu'on choisit de changer. C'est rare, à moins d'être un génie ou des personnes avec une très forte volonté. Ce sont un peu les impératifs du moment qui forcent une personne, une société à changer. Donc, demander pratiquement, finalement, à des corps constitués très lourds, avec des traditions, des règles contraires, très difficile finalement de changer. On a toujours vu que pratiquement donc, les corps administratifs sont toujours en retard par rapport à l'évolution de la société. Et c'est encore plus valable pour des pays comme les nôtres. Parce qu'en fin de compte, en Occident, quand même, il y a une grande part finalement à la réflexion, à la pensée, etc. Ce qui n'est pas malheureusement un peu le cas pour nous. Ça fait un bon bout de temps que je disais comme quoi il faut revoir notre système éducatif. Bon, si les choses n'évoluent pas, bah, elles révoluent. Donc, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la révolution? C'est tout simplement une évolution deux fois, etc. Donc, un corps qui n'évolue pas est appelé à subir finalement une révolution. Or, les révolutions sont douloureuses. Et peuvent être déstructurantes. Je crois que la meilleure manière, à mon humble avis, c'est d'être un peu à l'écoute, d'avoir des courroies de transmission. Vous avez parlé tout à l'heure de la société civile, mais l'éducation n'est pas que finalement l'affaire de la société civile ou que des familles, de tout le monde en fin de compte. De tout le monde. Je déplore, par exemple, dans le cas d'espèce qui est le nôtre, comme quoi, par exemple, des corps constitués ou des corps intermédiaires se sont arrogés un peu finalement, disons, ce rôle de penser l'éducation. Je pense essentiellement donc aux syndicats. Aux syndicats qui, à mon humble avis, donc, n'ont pas joué un rôle très positif dans l'évolution. À mon humble avis, le moment est opportun de penser notre école. Je ne suis pas tellement sûr qu'en fin de compte, tout ce qui a été fait pratiquement s'inscrit dans le bon sens. La crise du Covid devrait être l'occasion, à mon humble avis, de réfléchir et de s'ouvrir à tout le monde. Je déplore, dans le cas d'espèces, comme quoi pratiquement il y a un autisme qui fait que tout simplement, on n'écoute que ce qu'on veut écouter en fin de compte. Il y a pratiquement une velléité à marginaliser donc d'autres voix, alors que la vérité est plurielle. On la forge finalement par des regards croisés. Je n'aime pas beaucoup le terme révolution, bon, même si je l'ai utilisé dans mon livre, etc., mais je préfère le terme évolution, des choses qui évoluent lentement et de manière mûre et sereine. Professeur Bouvier, comment cette école, d'après vous, cette école d'après Covid-19, dont nous rêvons tous, fera-t-elle pour résoudre l'équation à la fois compliquée et complexe, dont a parlé tout à l'heure C. Hassan Aourid, de l'équilibre souhaité entre identité nationale et citoyenneté mondiale? Et je me contenterai là de la question de la langue. Aujourd'hui, nous vivons l'hégémonie de la langue anglaise qui semble dicter sa loi à tous les niveaux. Face à cette hégémonie, deux attitudes possibles pour l'école. Attitude qualifiée de pragmatique, adoptant l'anglais comme langue d'enseignement, et attitude qualifiée de nationaliste, voire idéologique, résistant à cette glottophagie en adoptant l'autarcie linguistique. Laquelle de ces deux attitudes vous semble la plus pertinente? Ou privilégieriez-vous une troisième voie? Vous le savez, je suis le rédacteur en chef de la Revue internationale d'éducation de Sèvres. Oui. Et nous
collaborons. Nous avons des auteurs actuellement dans 130 pays différents sur les 5 continents. Et du point de vue linguistique, nous essayons de travailler par grandes zones linguistiques. L'Amérique du Sud, avec majoritairement l'espagnol et un peu le portugais, l'Amérique du Nord avec majoritairement l'anglais et un peu le français, l'Asie du Sud-Est avec une très forte influence de la Chine, non seulement sur son propre pays bien sûr, mais sur les pays voisins, etc. Et bien entendu le monde arabe avec un grand nombre de pays qui aujourd'hui ont des relations entre eux importantes et qui organisent des rencontres, et vous êtes bien placé pour le savoir, puisque vous-même vous organisez des rencontres de ce type. Donc je crois que actuellement, l'intérêt est de repérer à travers ces grandes zones linguistiques de quoi elles sont porteuses. Et on découvre en matière éducative, par exemple pour l'Amérique du Sud, l'importance des idées de Paulo Freire, par exemple, dont on parle très peu quand on est en Europe, mais qui est omniprésent sur tout le continent sud-américain. Et si on se tourne vers l'Asie, on va trouver une importance très très marquée, marquée par les maîtres ancestraux de la Chine et du Japon également. Et cela exerce une influence très très forte, non seulement sur l'idée qu'on se fait de l'école dans ces pays, mais sur leur propre fonctionnement. Par exemple, en Asie, quand on dit le maître, vraiment, on a tout dit. Le maître, c'est le maître. Et on l'écoute avec un respect qu'on a perdu dans notre monde occidental, par exemple. Voilà. Alors, je crois que aujourd'hui, plutôt que de chercher à avoir des idées qui seraient générales et censées s'appliquer partout, ça, je n'y crois pas du tout, je trouve plus intéressant de travailler sur les comparaisons, les rapprochements et des enrichissements mutuels. Il y a matière à s'enrichir mutuellement de nos différences. Nos différences sont notre richesse. Avec cette réponse de M. Alain Bouvier, on arrive à la fin du premier axe et on passe au deuxième axe de notre webinaire. Je voudrais, vous permettez quand même, oui. Cette question de la langue m'interpelle. Oui. Je crois que nous sommes tous interpellés dans la mesure où nous vivons pratiquement une diversité linguistique de fait et culturelle. Et la question est posée avec acuité et je suis tout à fait d'accord avec M. Bouvier qu'il n'y a pas une solution valable partout et ailleurs. Moi, à mon humble avis, dans le cas d'espèce qui est celui marocain, on fait un état des lieux. Qu'on le veuille ou non, on ne peut pas finalement poser cette question. Bon, bien sûr, il y a une solution toute faite, idéologique, donc, ou les préjugés. Donc, c'est finalement les réponses bateau. Mais ce n'est pas mon choix. Donc, moi, je commence par finalement une approche positive. Je fais l'état des lieux, on fait l'état des lieux. La langue arabe est une réalité, la langue française est une réalité, les parler, la mazir est une réalité, mais aussi se poser la question sur le devenir. Tout à l'heure, j'ai parlé justement du citoyen du monde. Quel est le chemin le plus court ou le plus sûr pour être finalement donc citoyen du monde? Il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est l'anglais. Or, l'anglais, ce n'est pas la langue de l'Angleterre. C'était la langue de l'Angleterre, c'est toujours, mais c'est la langue universelle. C'est tout simplement la lingua franca. Bon, bien sûr, on ne vous demande pas de parler donc pratiquement l'anglais comme la reine Elisabeth. Donc, communiquer, se faire communiquer. Je pense que quelque part, l'ATAR, et je parle sous les remarques et sous le contrôle de M. Bouvier, pour la France, on voudrait tout simplement encore parler le français comme des Français, ce qui n'est pas possible. Ce qui n'est pas possible, ce qui tout simplement, certainement, a un peu pratiquement érodé l'élan de la langue française.
on a voulu finalement imposer un schéma de prononciation, de référence, etc. Et je crois que c'est un peu ce qu'on a un peu compris tardivement avec la francophonie. Et bon, en tant que Marocain, je ne peux pas ignorer le fait que la langue française fait partie de l'espace culturel du Maroc. Mais ce n'est pas la seule voie pour finalement arriver et atteindre l'universel. Et je n'aime pas beaucoup le terme que vous avez utilisé, Naji, en parlant d'hégémonie. Il y a l'histoire de l'humanité, il y a une langue qui s'impose. Il arrive que aujourd'hui, valeur d'aujourd'hui, c'est l'anglais. Et si on veut faire partie finalement de l'universel, il est impératif de connaître l'anglais.